Alors, on a commencé avec les charges de la comptabilité analytique comme introduction à ce chapitre. Et on s'est arrêté au niveau de l'exemple. Mais avant de reprendre l'exemple, je vais faire un petit rappel sur, bien sûr, les charges de la comptabilité analytique. Donc, les charges de la comptabilité analytique, on se base, ou bien on fait référence à la comptabilité générale, généralement. Donc, il faut prendre les charges de la comptabilité analytique, de la comptabilité plutôt générale. Donc, charge alors, attendez. Donc, charge de la comptabilité générale. Donc, charge de la comptabilité générale. On a dit que parmi les charges de la comptabilité générale, il y a des charges qu'on appelle des charges non incorporables. Charges non incorporables. Donc, des charges non incorporables. Monsieur, pardon? Donc, les charges non incorporables, la règle générale, parce qu'il n'y a pas une liste exhaustive, donc ce sont des charges qui ne sont pas Monsieur, s'il vous plaît, un peu de bruit au niveau d'audio. liées à l'exploitation de l'entreprise. Monsieur, s'il vous plaît. Donc, ce sont des charges généralement hors exploitation. À ces charges, par exemple, donc il y a les charges non courantes. Donc, les charges non courantes ne sont pas des charges incorporables. Les charges non courantes ne sont pas des charges incorporables. Les charges, bien l'impôt comme on a dit sur les sociétés, l'impôt sur le résultat, aussi n'est pas une charge d'exploitation. Et donc, il ne faut pas prendre en considération ces charges. On ne va pas les retenir en comptabilité analytique. Les dotations aux amortissements des immobilisations en non-valeur aussi, donc, ne sont pas liées à l'exploitation. Ce sont des charges que par dérogation fiscale, on les active. On les enregistre au niveau de l'actif, etc. Il y a bien sûr, il n'y a pas, comme j'ai dit, une liste exhaustive des charges
non incorporables. Donc chaque entreprise en fonction bien sûr de ses charges. Puis on a les charges incorporables. Charges incorporables. Donc les charges incorporables ce sont les charges de la comptabilité générale qu'on intègre ou bien qu'on incorpore en comptabilité analytique. Donc on les intègre au niveau de la comptabilité analytique. Puis on a une dernière catégorie des charges. Ce sont des charges qu'on appelle les charges supplétives. Charges supplétives. Donc, les charges supplétives, ce sont qui ne se trouvent pas au niveau de la comptabilité générale et qui sont propres à la comptabilité analytique. Donc, il faut bien sûr les intégrer, les ajouter aux charges incorporables de la comptabilité générale. Alors, répondez bien. Est-ce que il y a des réclamations, est-ce que le son est bon? Vous arrivez à m'entendre correctement? Un peu, monsieur, un peu. Parfait. Alors, donc j'ai dit que les charges incorporables de la comptabilité générale plus les charges supplétives constituent bien sûr ce qu'on appelle les charges de la comptabilité analytique. Les charges de la comptabilité analytique. Donc, la détermination, bien sûr, de ces charges de la comptabilité analytique, il y a également, on a vu quelques particularités. Par exemple, les charges d'usage. Charges d'usage. Bien, charges de substitution. C'est quoi? Ce sont des charges qui sont enregistrées au niveau de la comptabilité générale, mais les règles d'enregistrement ne sont pas les mêmes. Les règles d'enregistrement ne sont pas les mêmes. Par exemple, l'amortissement d'une immobilisation en comptabilité générale adhère beaucoup plus aux principes et aux règles de la fiscalité qu'aux principes et aux règles économiques. Par exemple, une machine qu'on a achetée, le fisc détermine que cette machine va être amortie sur 5 ans. Mais la durée économique réelle d'amortissement de cette machine, peut-être c'est 8 ans et non pas 5 ans. Dans ce cas, dans la comptabilité analytique, il faut retenir l'amortissement économique réel de la machine et non pas l'amortissement comptable, l'amortissement selon les orientations du fisc.
Et donc, dans ce cas-là, il faut bien sûr constater l'amortissement selon l'usage et non pas selon les besoins du fisc. Il y a également une autre particularité ou bien une autre différence, c'est que il faut faire c'est-à-dire adaptation des charges de la comptabilité générale, surtout pour des charges, par exemple, qui sont annuelles. Prime d'assurance, par exemple. Donc, la prime d'assurance, elle est payée annuellement. Mais peut-être pour les besoins de la comptabilité analytique, il faut peut-être déterminer des charges mensuelles, des charges trimestrielles. Et dans ce cas-là, il faut procéder à ce qu'on appelle abonnement des charges. L'abonnement des charges. Donc, l'abonnement des charges, c'est quoi? C'est étaler les charges dont la périodicité d'enregistrement en comptabilité générale, elle est généralement annuelle, loyer, prime ou autres, bien sûr, charges, à une périodicité qui correspond à la période de calcul des coûts par la comptabilité analytique. Voilà, donc ça, un petit rappel, c'est-à-dire par rapport aux charges de la comptabilité analytique et comment bien sûr passer de la comptabilité générale à la comptabilité analytique pour bien sûr déterminer ces charges de la comptabilité analytique. Je donne la parole s'il y a des questions avant de passer à la résolution de l'exercice. Y a-t-il des questions? Monsieur, j'ai une question s'il vous plaît. Pas de questions? Monsieur. Donc, on passe à l'exercice. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que ce live va être enregistré dans l'ENT ou non? Donc, alors, la question? Monsieur, est-ce que le live va être enregistré dans l'ENT ou non? راه ما غاديش يسمعك الا بغيتي تدوي معاه خصك تكتبي ليه باغ اكري. Non, je vous entends pas. Hein. Si vous voulez parler, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, vous pouvez activer le micro. Enfin, je ne l'ai pas désactivé. Alors, le micro, vous pouvez bien sûr l'activer si vous avez un micro. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que le live va être enregistré dans l'ENT ou non? Merci. Je ne sais pas, j'avais un problème de son. Est-ce que vous essayez de parler, ça ne marche pas? Monsieur, une étudiante qui dirait est-ce que le live va enregistrer dans l'OIT ou non? Je vais voir. Monsieur, est-ce que le live va être enregistré dans l'ENT ou non? راه كاع ما كيسمعك كاع ما كيسمعك. راه كاين مشكل عنده واقيلا. Ou les autres lives vont déjà enregistrés ou non? Alors, essayez de parler maintenant. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Est-ce que le live va être enregistré dans l'ENT ou non? Monsieur, هذا ما كيسمعكش واقيلا. n'est pas le prof que prend.
Monsieur, s'il vous plaît. Une question? عنده هو مشكل. Oui, monsieur. Est-ce que le live va être enregistré dans l'ENT ou non? Crier en vain, malheureusement. راه ما كيسمعش. Donc, je poursuis. Vous le posez par chat. Et je reviens sur le cas. Donc, le cas de l'entreprise Delta Bureau. Cette entreprise au capital de 100 000 dirhams organise une comptabilité analytique trimestrielle. Donc, il a une comptabilité analytique trimestrielle. Hein. La périodicité, c'est par trimestre. Par trimestre. Donc, pour le premier trimestre, le service comptable vous fournit les informations suivantes. Donc, vous avez les achats de matières premières, 49 350. Est-ce qu'il s'agit d'une charge, c'est-à-dire incorporable ou non incorporable? C'est une charge, bien sûr, incorporable parce qu'elle est liée à l'exploitation de l'entreprise. Prime d'assurance, elle est annuelle de 9 000 dirhams. Donc, c'est une charge, bien sûr, liée à l'exploitation. Le problème qui se pose ici, que la prime d'assurance, elle est annuelle, alors que les charges qu'on calcule de la comptabilité analytique sont trimestrielles. Ils sont trimestriels. Donc, il faut bien sûr procéder à l'abonnement de cette charge pour la faire correspondre avec la périodicité de la comptabilité analytique. Location et charges locatives, 4 000 dirhams. Entretien et réparation uniquement pour 9 mois. Transport, frais postaux, c'est semestriel. Les impôts et taxes annuels. Rémunération de personnel, 100 000. L'amortissement annuel, mais 6 000 relatifs aux frais préliminaires. Et pénalité fiscale, 3 000 dirhams. Autre information, donc la rémunération trimestrielle de dirigeant de 8 000 dirhams et la rémunération théorique annuelle du capital de 24 000 dirhams. Donc c'est annuel. Donc l'entreprise est une entreprise individuelle et sauf indication bien sûr contraire, la charge est trimestrielle. Première question, c'est de déterminer les charges de la comptabilité générale. Donc les charges de la comptabilité générale, bien sûr, c'est l'ensemble des charges que nous avons vues. Donc, les achats de marchandises, 49 000. Prime d'assurance, mais uniquement trimestrielle pour le trimestre. Donc, je vais diviser sur 4, 9 000 annuels sur 4 trimestres de l'année. Donc, l'énoncé, on a précisé que c'est que les charges de la comptabilité analytique, c'est trimestriel. Donc, il faut lire l'énoncé, bien sûr. Location et charges locatives, c'est 4 000. Entretien et réparation, 6 000. Mais entretien et réparation, c'est 9 mois. Uniquement pour 9 mois, donc il faut diviser sur 3 pour déterminer les charges
du trimestre. Donc 6 000, c'est 9 mois. Transport, donc c'est une charge, la comptabilité bien sûr générale. Les frais postaux semestriels, il faut diviser sur 2 pour les charges de trimestre. Donc ça, les 9 000, c'est semestre. Et donc, il faut diviser sur 2 pour déterminer les charges du trimestre. Impôts et taxes annuels, il faut diviser sur 4 pour déterminer les charges du trimestre. Rémunération du personnel, c'est pour le trimestre, pas annuel, donc c'est la totalité des charges. L'amortissement aussi, il est annuel. Il faut le diviser sur 4 pour déterminer, bien sûr, la période de calcul des charges de la comptabilité analytique qui est trimestrielle. Et pénalité fiscale de la période de trimestre, ça, la somme de l'ensemble de ces éléments, ça nous permet bien sûr de calculer les charges de la comptabilité générale. Donc, ça pour la première question. Donc, je précise par rapport aux questions que vous posez dans le chat, donc la périodicité, elle est bien sûr donnée dans l'énoncé. Hein. On parle ici, organise une comptabilité analytique trimestrielle par trimestre. Donc l'ensemble des charges que je dois retenir en comptabilité analytique, c'est pour le trimestre. Par exemple, les charges annuelles, je vais les diviser sur 4 pour connaître la charge d'un seul trimestre. C'est ça ce qu'on appelle l'abonnement des charges. Abonnement. Ce sont des charges de la comptabilité générale qui sont constatées d'une façon annuelle, alors que pour les besoins de la comptabilité analytique, je souhaite calculer les charges trimestrielles. D'accord? Pour distinguer entre les charges incorporables et non incorporables, donc les charges incorporables, ce sont des charges qui sont liées à l'exploitation. Les charges non incorporables, ce sont généralement des charges qui n'ont aucune relation avec l'activité et l'exploitation de l'entreprise. Il faut bien sûr retenir ce principe parce qu'il n'y a pas une liste exhaustive. On va essayer de voir quelques exemples pour bien sûr retenir ces charges non incorporables. Donc, je passe à la question suivante, déterminer les charges supplétives. Je vais revenir sur les exemples des charges non incorporables. Donc, essayez de suivre et à chaque fois, je vais donner des exemples. Donc, les charges supplétives, on a dit, ce sont des charges qui ne sont pas prévues par la comptabilité générale. Ce sont des charges propres à la comptabilité analytique. Il y a premièrement la rémunération du dirigeant. Selon l'énoncé, vous avez 8 000 dirhams. Et vous avez la rémunération du capital. La rémunération du capital, c'est annuel, donc 24 000 annuel. Cette rémunération est annuelle, il faut la diviser sur 4 pour déterminer l'équivalent par trimestre. Et donc les charges supplétives, ce n'est que la somme de ces deux. Donc 8 000 plus 6 000, ça fait 14 000.
Question suivante, les charges non incorporables. Alors, les charges non incorporables, on a dit, ce sont des charges qui ne sont pas liées à l'exploitation de l'entreprise. Selon l'exemple, nous avons deux charges non liées à l'exploitation. Premièrement, l'amortissement des frais préliminaires. Alors, c'est quoi les frais préliminaires? Les frais préliminaires, ce sont des charges liées par exemple à la constitution de l'entreprise ou bien des opérations sur l'augmentation de capital ou autres opérations concernant bien sûr la vie de l'entreprise. Donc il s'agit des charges et par dérogation fiscale, on les comptabilise parmi les immobilisations. Et donc, ils n'ont aucune relation, bien sûr, avec l'exploitation, avec l'activité principale de l'entreprise. C'est pour cela qu'il faut les éliminer. Donc, les frais ou bien les amortissements, frais préliminaires, 6 000, mais 6 000, c'est annuel. Il faut les diviser sur 4 pour les ramener au trimestre. Et le montant qu'on a obtenu, on va l'éliminer des charges de la comptabilité générale. Il y a aussi les pénalités fiscales, retard de paiement d'un impôt ou toute autre pénalité. Donc ça, bien sûr, n'est pas directement lié à l'exploitation de l'entreprise. Et il faut bien sûr les éliminer des charges de la comptabilité générale. D'accord? Donc ça, pour bien sûr la détermination des charges non incorporables. Impôts et taxes, les impôts et taxes ici, c'est les impôts liés bien sûr à l'exploitation. Ils n'ont pas l'impôt sur le résultat, bien l'impôt sur le revenu. Hein, donc c'est différent. Donc, le total des charges non incorporables, c'est 4 500. Donc 1 500 plus 3 000. Et donc les charges de la comptabilité analytique, c'est quoi? Ce n'est que bien sûr les charges de la comptabilité générale que nous avons calculé dans la première question pour un montant de 190 100. Les charges de la comptabilité générale ici, bien sûr, trimestrielles, hein, selon l'énoncé de l'exercice. Si dans l'énoncé de l'exercice, j'ai à calculer des charges mensuelles, il faut calculer bien sûr les charges mensuelles. Semestrielles, il faut calculer les charges semestrielles. Donc, il faut bien sûr lire attentivement, bien sûr, l'énoncé de votre cas. Les charges non incorporables, donc qu'on a calculé ces 4 500, on va les soustraire. On ne les intègre pas dans la comptabilité analytique. Donc, ce sont des charges qui ne sont pas prises en considération par la comptabilité analytique. Et les charges supplétives, ce sont des charges qui ne sont pas prévues par la comptabilité générale et sont propres à la comptabilité analytique. Donc, les charges de la comptabilité analytique, après ces ajustements et ces retraitements, c'est 199 600 dirhams. Y a-t-il des questions par rapport à cette partie? Parfait. Donc, on passe à la section suivante. Donc, section 1, la hiérarchie des coûts. Donc, la méthode des coûts complets
bien sûr, elle calcule les coûts par stade de fabrication. C'est-à-dire, pour une entreprise commerciale, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des marchandises, il stocke les marchandises, donc stockage, et après il distribue ces marchandises, il va les revendre. Et donc, on va calculer un coût d'approvisionnement et puis un coût de revient. Suite aux ventes des marchandises de l'entreprise. Pour les entreprises industrielles, ces entreprises font de la fabrication, ils produisent, mais pour produire, ils ont besoin des matières premières, donc matières premières, acheter des matières premières. Bien sûr, ils vont stockage, ces matières premières avant de les utiliser. Après, ces matières premières vont être transformées dans un atelier de fabrication, par exemple, et par la suite vont être stockées. Donc, stockage, avant d'être vendues et distribuées à la clientèle. Je donne un exemple, toujours l'exemple de la chaise. Menuiserie, pour fabriquer une chaise, a besoin de matières premières, donc il a besoin du bois par exemple, de l'acier. Il va les acheter, il va les stocker bien sûr, puis il va traiter bien sûr ces matières premières dans un atelier. Donc le bois, il va le découper pour qu'il puisse former ou bien constituer la chaise. Il va assembler bien sûr l'ensemble de ces parties. Il va les stocker bien sûr et après il va distribuer. Pour certaines entreprises, il y a certaines entreprises qui travaillent par commande. Donc je vais acheter s'il y a une commande et j'achèterai pas de matière première s'il n'y a pas de commande. Pour ce type d'entreprise, donc il n'y aura pas de stockage généralement. J'achète la matière première, je vais la traiter sur place pour faire le produit et après je vais la donner au client qui a fait cette demande. Donc, les charges donc, de la comptabilité générale, et bien sûr les charges de la comptabilité analytique par la suite, doivent être rassemblées en fonction de leur appartenance. Donc, charges qui sont liées, par exemple, à l'approvisionnement. Donc ici, l'approvisionnement, je dois regrouper l'ensemble des charges liées à l'approvisionnement. Ici, je dois aussi regrouper l'ensemble des charges liées à la production. Et même chose pour les charges liées à la distribution. Donc les charges liées à l'approvisionnement, par exemple, les matières premières. Donc j'achète les matières premières, sont liées à la fonction approvisionnement de l'entreprise. Donc je vais les affecter directement à cette fonction et au calcul de ce coût.
j'ai dans l'atelier je dirais des salariés qui font de la transformation de ces matières premières. Donc, la main-d'œuvre de ces salariés fait partie, bien sûr, de charges de la production. Et j'ai, par exemple, un seul commercial qui s'assure de la commercialisation, de la distribution. Donc, il fait partie des charges de la distribution. Donc, l'obtention des coûts de revient des produits se fait par intégration successive. C'est-à-dire, le coût d'approvisionnement, je vais l'intégrer dans le coût de production. Donc, il entre dans le calcul de coût de production. Le coût de production, je vais l'intégrer également dans le coût de revient en prenant en considération le coût de distribution. Et donc, j'intègre bien sûr l'ensemble des coûts d'une manière progressive. Donc, l'affectation de ces charges directes et l'imputation des charges indirectes. Là, j'ai parlé sur la matière première. Matière première entre directement dans la fabrication. Par exemple, le bois, il entre directement dans la fabrication des chaises. Donc, il s'agit d'une charge directe. Par contre, dans l'entreprise, il se peut qu'il y ait d'autres charges. Électricité, par exemple. L'entreprise, il paye une facture pour l'ensemble des services de l'entreprise et intégrer, bien sûr, le service ou bien la fonction approvisionnement. Donc, je ne peux pas affecter cette charge électricité uniquement à la section approvisionnement. Donc, il s'agit bien sûr d'une charge indirecte parce que l'électricité est fournie pour toutes les fonctions de l'entreprise, approvisionnement, production et distribution. Donc, c'est une charge indirecte. Je ne peux l'affecter à un produit ou bien à un service particulier. Il est utilisé par plusieurs services dans l'entreprise ou bien plusieurs fonctions. Donc, les charges directes sont directement affectées au coût correspondant. Matière première est affectée au coût d'approvisionnement, main-d'œuvre est affectée au coût de production, alors que les charges indirectes nécessitent un traitement. Donc ça, c'est un principe bien sûr à retenir, c'est très très important. Donc, comme j'ai dit, les charges directes sont directement affectées à un coût sans ambiguïté. Donc, il est possible, selon le Code général de normalisation comptable, ces charges, il est possible d'affecter sans calcul intermédiaire de répartition au coût d'un produit déterminé. J'ai dit donc matière première, main-d'œuvre pour la fabrication, par exemple. Les charges indirectes, ce sont des charges qu'il n'est pas possible d'affecter directement au coût. Facture électricité pour l'entreprise, ça concerne tous les services de l'entreprise. Je ne peux pas déterminer combien, ou bien je ne peux pas l'affecter uniquement au service approvisionnement, ou bien l'affecter uniquement au service production ou à un autre service. Et donc, je dois passer par des calculs intermédiaires pour déterminer
combien l'approvisionnement a consommé d'électricité, combien la production a consommé aussi d'électricité, combien la distribution a consommé d'électricité. Et donc, il faut faire une répartition pour imputer ces charges au coût. Donc, un exemple. Pour la librairie, le coût de revient d'un livre comprend des charges directes et des charges indirectes. Par exemple, le coût d'achat du livre, c'est une charge directe. J'achète, je vends des livres, donc le coût d'achat, c'est un coût direct, bien sûr, pour le livre. Charge indirecte, le salaire du vendeur. Le vendeur, il vend tous les livres au sein de la librairie. Si je souhaite connaître le résultat des ventes d'un seul livre, donc la charge, mais le salaire du vendeur, c'est une charge indirecte et n'est pas uniquement affectée à un seul livre. Il vend tous les livres de la librairie. Électricité également, comme on a dit. Donc c'est pour l'ensemble de la librairie. Les frais de location. Donc ça, c'est un exemple des charges indirectes. Donc, le schéma général donc d'affectation de ces charges, donc les charges incorporables de la comptabilité analytique. Dans ces charges, il faut distinguer, donc il faut faire une répartition des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes, ils sont directement affectés au coût. Alors que les charges indirectes doivent passer par une répartition à travers ce qu'on appelle un tableau de répartition des charges indirectes. Des charges indirectes. Donc ça, bien sûr, c'est le processus de détermination et de calcul des coûts. Donc, cette méthode, c'est la méthode, comme on a dit, de calcul des coûts par les centres d'analyse. Ça suppose que l'entreprise, elle est bien sûr répartie en plusieurs centres. Un centre, ou bien ce qu'on appelle une section analytique, c'est une subdivision comptable de l'entreprise selon la comptabilité analytique qui analyse et regroupe un certain ensemble de charges par exemple, fonction, ou bien par produit ou par service ou autre répartition auquel on va imputer un coût. Donc, deux critères on peut bien sûr distinguer dans ces centres d'analyse pour je dirais, une meilleure organisation de la comptabilité analytique. Ils doivent correspondre autant que possible à une division réelle. Par exemple, centre approvisionnement est lié au service approvisionnement de l'entreprise. Centre production est lié au service production de l'entreprise, etc. Donc, il faut lier bien sûr les sections au centre de responsabilité de l'entreprise. Les charges donc totalisées dans un centre
doivent avoir un comportement commun afin de déterminer une unité de mesure de l'activité de ce centre. Pour le centre approvisionnement, c'est-à-dire j'utilise uniquement une seule matière première, donc c'est cette matière première qui va caractériser l'activité de ce centre. Je reviens toujours à l'exemple de menuiserie. J'achète du bois, je l'achète au mètre linéaire, ou ça dépend bien sûr de l'unité utilisée. Donc je vais utiliser le mètre linéaire de bois. J'achète des matières premières au kilogramme, je vais utiliser kilogramme de matières premières achetées. Par contre, si dans ce centre, il y a plusieurs matières premières, cela va poser bien sûr problème dans la détermination de l'unité de mesure de l'activité de ce centre. J'ai par exemple du bois, j'ai de l'acier, j'utilise par exemple des matières premières liquides. Donc, quelle unité je vais utiliser dans ce cadre-là? Ces centres d'analyse en distinguent deux grands types. Il y a les centres principaux et il y a les centres auxiliaires. Centres principaux, ce sont des centres qui interviennent directement dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. Section approvisionnement, donc il achète les matières premières. Il intervient dans le cycle d'exploitation. Donc c'est un centre principal. Section production, il intervient dans la fabrication des produits de l'entreprise. Il s'agit d'un centre principal. Centre administration, par exemple. Donc l'administration, c'est ressources humaines, activités ou bien fonctions financières, concerne toute l'entreprise. Donc il donne un support aux autres centres ou bien autres sections. Donc il s'agit d'une section ou un centre auxiliaire. Donc ce sont des centres qui fonctionnent au profit des centres principaux. Je gère le personnel de l'entreprise qui travaille dans l'atelier, donc je fournis une activité pour ces centres principaux. Centre entretien par exemple, donc il fournit ses services à tous les autres centres principaux. Donc, une autre notion importante, c'est que pour chaque centre, il faut connaître l'unité d'œuvre. Quelle est l'activité principale qui caractérise ce centre? Comme j'ai dit, le centre d'approvisionnement, est-ce qu'il est caractérisé par le kilogramme de matière première utilisé par l'entreprise? Ou bien par mètre linéaire acheté par l'entreprise? Et donc, ces unités qui constituent bien sûr l'unité de mesure de l'activité du centre. Alors, centre auxiliaire, pour répondre à la question de Yasmine, centre auxiliaire, ce sont des centres qui n'interviennent pas directement dans la fabrication du bien ou de produits de l'entreprise. Il apporte son aide aux autres centres principaux. J'ai dit par exemple le centre entretien. Il apporte son aide aux centres principaux. Centres principaux, ce sont les centres qui vont fabriquer le produit. Par exemple, centre approvisionnement, il va acheter les matières premières. Le centre production, il va transformer ces matières premières.
Et le centre de distribution, il va distribuer les produits créés par l'entreprise. Alors que le centre entretien, il s'occupe de l'entretien de l'entreprise, l'entretien des locaux, l'entretien des machines, de section production, etc. Donc, il n'intervient pas directement dans la fabrication, par exemple, des chaises, mais il fournit une activité aux autres centres de l'entreprise. C'est pour cela qu'on parle d'un centre support. Il apporte son support aux centres principaux. D'accord? Donc, les unités d'œuvre, comme on a dit, ça peut être des unités physiques, de produits fabriqués, ça peut être une unité de temps, un atelier, donc les salariés travaillent par heure, par exemple, je les paye par heure, donc c'est heure main-d'œuvre directe, ou par exemple pour section distribution par unité monétaire, sans dirhams de chiffre d'affaires. Donc ces unités d'œuvre vont me permettre bien sûr de calculer un élément important, c'est le coût de l'unité d'heure. Donc le coût de l'unité d'heure, ce n'est que les charges indirectes du centre sur le nombre d'unités d'heure. Le centre approvisionnement, on a par exemple total des charges 100 000. L'unité d'heure de ce centre, c'est kilogrammes par exemple de matière première achetée. On a acheté 100 kilogrammes. Donc le coût de l'unité d'œuvre, c'est 100 000 sur 100. Ça va me permettre de connaître le coût de chaque unité, c'est-à-dire chaque kilogramme de matière première achetée, combien me coûte? Donc ça, pour bien sûr la détermination de coût de l'unité d'œuvre. Alors, pour résumer, 100 000, c'est juste un exemple. Hein. C'est pas, j'ai pas de, je dirais, un exemple. Alors, donc, pour résumer, donc, le tableau de répartition qui se charge de la répartition des charges indirectes, en se basant bien sûr sur les charges de la comptabilité analytique, les charges incorporables, entre charges indirectes et charges directes. Charge directe, je l'affecte directement au coût. Les charges indirectes, je dois premièrement procéder à leur répartition sur les différentes sections avant d'affecter ces charges au coût. Alors, un autre élément important, c'est l'affectation des charges indirectes sur les différentes sections. Il faut bien sûr utiliser ce qu'on appelle des clés de répartition. Utiliser des clés de répartition pour répartir bien sûr les charges indirectes sur les différentes sections auxiliaires et principales bien sûr. Alors, il y a
un exemple qui est différencié entre un centre principal et un centre auxiliaire. Oui, un centre principal, j'ai dit que c'est un centre qui intervient directement dans la fabrication du produit de l'entreprise. Je donne toujours l'exemple de la chaise. Donc, le centre approvisionnement, elle achète les matières premières. Bois, acier. Donc, c'est un centre principal. Il participe dans la fabrication du produit de l'entreprise. Par contre, centre administration, il s'occupe de la gestion des ressources humaines, par exemple, des salariés, leur présence, est-ce qu'il y a des absences, mais de tous les salariés de l'entreprise qui travaillent dans le centre approvisionnement, dans le centre production, dans le centre distribution. Donc, il n'intervient pas dans une étape de fabrication, mais il fournit ses services pour tous les autres centres. C'est pour cela qu'on parle d'un centre auxiliaire. C'est un centre support. Apporte bien sûr son activité aux autres centres de l'entreprise. C'est pour cela qu'on parle d'un centre auxiliaire. C'est clair? Parfait. Donc, on passe au point suivant, donc le tableau de répartition. Donc, pour répartir ces charges indirectes, on doit établir un tableau de répartition des charges indirectes. Ce tableau se compose de 3 parties. Répartition primaire. Donc, on a des charges indirectes totales qu'il faut les répartir sur les différentes sections de l'entreprise et on calcule le total de la répartition primaire. Après, on procède à la répartition secondaire. Et par la suite, on détermine les unités d'heure pour pouvoir calculer le coût d'une unité. Donc, la répartition primaire, il consiste à répartir les charges indirectes sur les différentes sections, bien les différents centres principaux et auxiliaires. Comme j'ai dit, cette répartition se fait grâce à des clés de répartition. Kilogramme de matière première, kilowatts d'électricité consommée. Il y a bien sûr plusieurs unités ou bien plusieurs clés qu'on peut utiliser dans ce cas-là. La répartition secondaire, donc avant d'imputer ces charges au coût, les charges indirectes des centres auxiliaires, donc les centres auxiliaires, puisque ces centres apportent leurs services aux centres principaux, donc leurs charges vont être réparties sur les différents centres principaux. Centre entretien, combien a apporté comme activité au centre production. Donc, je procède à la répartition, bien sûr, de ces charges des centres auxiliaires sur les centres principaux. Donc, les centres auxiliaires fournissent des prestations aux autres centres. Et pour transférer, bien sûr, ces charges, il y a deux types de relations entre ces centres auxiliaires et les centres principaux. Donc, soit le transfert va être réalisé en escalier. Administration a fourni, par exemple, 10% à l'approvisionnement. Donc, on va
transférer 10% des charges de l'administration vers les charges de l'approvisionnement, bien le centre approvisionnement. Ou bien, on a des transferts croisés entre les centres auxiliaires. Par exemple, centre administration et G-centre entretien. Donc l'administration, il fournit des prestations à l'entretien. Par exemple, charge des salariés qui travaillent dans le centre entretien. Et l'entretien fournit des prestations à l'administration. Nettoyage des locaux de l'administration, par exemple. Donc dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle des prestations réciproques entre les deux centres. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, il faut déterminer au préalable le montant des charges de chaque centre auxiliaire avant de procéder par la suite à la répartition. Des questions? Y a-t-il des questions? Puisque vous n'avez pas compris, plus précisément. Si vous n'avez rien compris, ça signifie que vous n'avez pas été concentré. Il faut préciser. Qu'est-ce qui pose problème? Le PDF, vous l'avez là, je le partage avec vous. Donc, vous pouvez télécharger les diapositives. D'autres questions? Alors, donc, pour la prochaine séance, on va traiter l'exemple. Donc, essayez de voir cet exemple, de le préparer le lundi. Donc, on va commencer la correction. Et donc, essayez de faire une préparation à l'avance pour poser les questions, je dirais, pertinentes qui vous posent problème. Donc, je vous remercie et à la prochaine séance, donc le lundi à 10h15. Merci.